À toi qui veux créer un monde meilleur, accepte qu'est-ce que tu ne peux pas changer. Inspire-toi de tout ce qu'il y a de beau et de bon et passe à l'action. Très excité de reparler d'un sujet qu'on a vraiment souvent parlé, la communication dans le cadre de ce podcast-ci. Mais c'est la première fois que je suis accompagné d'un invité qui en fait sa spécialité. J'ai nommé Sarah-Jane Turcotte. Si je fais un peu son chemin, qui est une formation en psychologie de la communication, maîtrise en droit spécialisé en prévention et en règlement des différends. Tu as aussi représenté le Québec dans un concours international de la médiation à Paris en 2012. Puis tu as aussi une compagnie nommée Sarah-Jane Turcotte.inc où est-ce que tu accompagnes des entreprises finalement qui vivent des conflits spécialement. Tu fais aussi des conférences, ça a plusieurs tentacules, mais essentiellement, tu choisis d'aller dans des conflits pour essayer d'aider les gens. Tu as 13 employés qui travaillent pour toi. Je suis vraiment très, très chanceux, je trouve, d'avoir autant un expert pour m'aider à essayer de comprendre ce sujet infini qu'est la communication. Moi, je t'ai rencontré à la conférence cette année au Cégep Beauce-Appalaches, où est-ce qu'au-delà de la pertinence de tes mots, je trouve que tu as incarné ton sujet justement parce que on pouvait sentir la passion. Parce que moi, j'ai senti la passion. Je sentais aussi que tu étais là pour aider. Je sentais que tu étais à l'aise à communiquer alors que c'est quand même intimidant de prendre parole devant une foule sur un stage. Puis j'ai vraiment été charmé par toi. Tu m'as fait forte impression. Tu as dit des choses que je savais déjà. Il y a bien des choses que c'est tellement simple qu'on a déjà entendu, mais tu m'as vraiment aidé à m'intégrer, ou du moins fait un pas pour mieux les intégrer. Puis j'ai eu le courage, l'audace de t'écrire pour te dire que j'ai beaucoup aimé ça, puis j'avais envie de faire un podcast avec toi. Puis tu as été tout de suite très gentille, ouverte. Je suis sûr que tu n'avais pas le temps de dire oui à ça, et tu as pris le temps. On a eu une belle rencontre là pour fixer une date ensemble. Puis je veux te remercier chaleureusement d'être ici avec nous, Sarah-Jane. Merci d'être là. Mais c'est vraiment un plaisir. Je suis très heureuse de pouvoir faire ça avec toi, vraiment. Ben, merci beaucoup. Puis je sais en plus que, c'est ça, tu as écouté l'épisode que j'étais un peu gêné de te le partager. Ça a été très spontané, hein. C'était vraiment le lendemain de la conférence. Je rencontrais Jean, comme on se rencontre à chaque semaine, puis j'avais pas prévu faire un épisode sur la communication, mais j'étais tellement habité par tes propos. Je trouvais ça tellement pertinent de le dire à mon ami Jean, avec qui je communique beaucoup, qu'on a dit, hey, on enregistre ça, puis let's go. Fait que tu sais, là, en plus que j'ai aussi souvenir que durant cette conférence-là, j'avais pas amené de papier. Puis j'ai tellement eu l'élan de dire, faut que je note ça, c'est trop bon. Fait que tu sais, j'ai vraiment fait un retour spontané de ce que j'avais dans ma tête sans mes notes. Fait que c'était vraiment imparfait. J'étais gêné de te le montrer, mais en même temps, j'étais curieux aussi de voir ta réaction. Puis en même temps, peut-être combler quelques angles morts parce que c'est clair qu'il y a des parties peut-être importantes que j'ai pas nommées. Et j'aimerais ça t'entendre sur tes réactions, tes compléments sur l'épisode qu'on a fait là-dessus. Ouais, avec plaisir. Mais je trouve ça toujours fascinant. Puis moi, ça a été très plaisant à écouter cet épisode-là parce que de prendre la mesure de je dirais que, tu sais, moi, mon intention m'appartient. Puis après ça, effectivement, la communication, c'est ça. C'est de faire son gros possible pour que notre intention, elle soit manifeste et reçue à peu près comme on voudrait qu'elle le soit. Mais après ça, on a très peu de contrôle, finalement, sur l'impact qu'on génère, puis sur ce qui est retenu, sur ce qui est pas retenu. Puis tu sais, toi, les points qui t'ont marqué dans cette journée-là, elles peuvent être influencés par tellement de choses. Tu sais, ça peut être influencé par ton vécu cette semaine-là. Ça peut être influencé par les sujets qui t'intéressaient davantage parce que tu venais de lire un événement très, très en lien avec ce que j'ai présenté. Fait que c'était comme une espèce d'incursion, je trouve, dans ton cerveau, à quelque part, de voir, c'est ça les points qui m'ont marqué. Mm-hmm. Puis c'était intéressant de voir aussi Jean réagir à ça. Ouais. Et c'est sûr que moi, je te dirais que ce que j'ai trouvé le plus intéressant, bien sûr, tout était intéressant, mais ce qui a piqué le plus mon intérêt d'aller peut-être discuter un peu plus loin avec toi, c'est cette réaction-là que Jean a eue quand tu lui as dit, il y a cette première règle-là de la communication qui est, on le sait, on ne peut pas ne pas communiquer. Mm-hmm. Puis que vous vous êtes mis à partager votre vécu sur « Ah oui, moi, il y a des fois où, que ce soit en rencontre, que ce soit avec quelqu'un, j'ai ressenti un malaise
Et j'ai choisi de ne pas le dire parce que, toutes sortes de raisons. Parce que mon système de croyance me menait plus vers ça. Puis bon, j'ai un rationnel autour de ça. Puis particulièrement, en fait, ce que j'ai trouvé super intéressant, parce que c'est tellement représentatif souvent de certaines croyances que l'on a, c'est quand Jean a dit « Moi, je me vois comme un gentil ». Ouais. Fait que dans ma tête, mon rôle, c'est un peu, là, je reprendrai pas ces mots exacts, mais c'est de tenir l'espace, puis c'est d'accepter que la personne, elle peut être comme elle est, puis de dire ce qu'elle a envie de dire, ce qui est très beau et noble. Et en même temps, moi, la réflexion qui m'est venue, c'est, OK, moi, je me vois comme un gentil, mais suis gentil avec moi. Moi aussi, je suis une personne à considérer. Fait que est-ce que le fait que je vois, c'est comme si pour moi, il y a une croyance de désaccord veut dire désamour de la personne, puis on pourrait mettre ça au défi. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que quand je manifeste mon désaccord, je suis en train de dire à la personne que je la dévalue, ou au contraire, je suis en train de prendre soin de la partie de moi qui a peut-être envie de plus de bienveillance dans l'échange? Ça, c'est ça. Mais je suis content que tu renommes ça parce que je pense que c'est le message que autant de gens que moi avaient plus besoin d'entendre, puis ça me fait encore du bien de te le entendre le dire dans d'autres mots. Parce que c'est ça. C'est tellement vrai. C'est tellement beau de dire que, tu sais, on peut-tu être gentil avec soi-même, s'il vous plaît, tu sais. Tu sais, c'est vraiment de la gentillesse bien placée d'être gentil avec les autres, mais pas avec soi-même. Ça me paraît très logique, dit dans ces mots-là. Mais j'avoue que c'est tout qu'un défi pour vrai, là. Puis j'ose croire qu'il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent là-dedans parce que ça demande du courage. Ça demande du courage là, de nommer ça parce que c'est comme un peu de peut-être pas confronter, mais c'est comme d'adresser, c'est intervenir, tu sais, c'est de pas être passif, tu sais, c'est facile d'être passif. Là, faut comme agir un peu dans une direction pas opposée, mais il faut comme rediriger un truc, puis c'est en tout cas, ça reste encore un défi, mais je suis vraiment content que tu nommes ça parce que c'est l'un des trucs qui m'habite encore le plus, puis que j'aime croire que depuis ces moments-là, je commence de plus en plus à le manifester. Je pense que je n'échappe encore à gauche pas à droite parce que, tu sais, il y a des roulières profondes de nos habitudes, mais puis quand je le fais, ça me fait du bien. On dirait que ça fait du bien, puis j'ose croire que ça fait du bien à tout le monde parce que, tu sais, c'est quoi, dans le fond, là, quand tu fais pas ça, tu laisses paraître une version fausse de toi-même, tu te censures, tu laisses une... C'est ça, tu mets du faux, tu mets du flou, ça l'aide personne, tu sais. Puis en même temps, tu sais, j'aime ça que t'amènes ça là parce qu'il y a aussi une possibilité de pas se juger trop sévèrement quand par ailleurs on sent pas qu'on a le courage de le faire à ce moment-là. Puis tu sais, il y a des raisons, je dirais, biologiques et neurologiques pour lesquelles c'est très difficile de faire ça. Puis je me souviens pas si j'avais discuté de ça dans la conférence, mais le cerveau humain, hein, ce qui fait qu'on a survécu sur la planète Terre, c'est qu'on a eu la capacité de se relier les uns aux autres. Hein, parce que face à cet environnement-là assez hostile, le fait que l'humain ait évolué comme il a été capable d'évoluer, c'est parce qu'on a été capable de se solidariser. C'était des petites familles, des petites troupes, des clans, puis ça, c'est depuis très, très longtemps, même au moment de la préhistoire. Hein. Si j'ai pas de maison, j'ai pas de chauffage, j'ai pas rien, ben j'ai besoin des autres pour survivre. Alors, dans notre cerveau, il y a une programmation qui est faite pour se connecter aux autres, pour être en lien. Et quand mon cerveau ressent que j'ai un risque potentiel de perdre le lien avec quelqu'un, mon système d'alarme s'allume. Ça crie danger, danger, danger. Pourquoi? Parce que mon cerveau est programmé pour voir ça comme une menace à ma propre survie. Si je suis exclue, si je suis pas aimée, si je ne fais pas partie du groupe, je me mets en danger de mort. C'est plus vrai, c'est en 2024, mais notre cerveau, il a pas tout à fait eu le mémo encore. Donc, c'est pas juste une question de « Ah oui, tu sais, je devrais, j'ai du courage », c'est « Aïe, 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 moi, tout mon cerveau me dit que s'il y a un risque que je perde la connexion avec l'autre, c'est une mauvaise idée, c'est dangereux pour moi. » Fait qu'il y a comme une espèce de défi supplémentaire à aller au-delà de son système d'alarme, c'est-à-dire ben en fait, non, tu sais. Puis même, le grand paradoxe, c'est qu'il n'y a rien qui fragilise plus une relation que les non-dits. Les relations se détériorent, pas nécessairement toujours parce qu'on a eu des conversations corsées, mais plutôt parce qu'on a accumulé des sujets tabous qu'on a mis de côté
Et là, ça crée de la distance. On se connaît plus si on sait pas qu'est-ce que l'autre pense. Mhm. Oh, c'est beau. Puis que là, t'es en train de nous donner une piste pour être bienveillant envers nous-mêmes avec tous ceux qui se tapent sur la tête pour dire Hey, Colin, moi je le fais pas, honte à moi, je suis pas courageux, quoi que ce soit. Ben, c'est vraiment un grand défi là, par notre ADN, finalement, notre évolution. Fait que partons de là, c'est normal. C'est pas juste les gentils, finalement, qui font ça, c'est tous les humains qui ont ce réflexe-là. Mais en Oui, même temps, c'est contre-intuitif parce que ce même système de protection-là, il nous nuit finalement parce que ce système-là, il est pour garder la connexion, mais de le fait de pas passer par-dessus nuit à la oui. connexion. C'est d'où le paradoxe que tu parlais. Puis Oui, tiens, c'est une illusion en même temps. Tu sais, je me permets parce que le défi, c'est aussi de se dire, mais est-ce que c'est une vérité, ça, que quand je donne un feedback critique à quelqu'un, que mon lien s'affaiblit? Est-ce une vérité ou est-ce une histoire que je me raconte? Est-ce que c'est une mhm, croyance? Et plus souvent qu'autrement, c'est une croyance. Fait que c'est plus de se dire, ah oui, moi, c'est précieux pour moi la connexion. Et pour cette raison-là, je me prive de donner un feedback. Mais c'est une croyance, c'est pas une mhm, vérité. Puis de la mettre au défi un peu, cette croyance-là, en faisant des petits tests. Des petits tests au début avec des gens avec qui on sait qu'on a l'amour inconditionnel. On n'a pas peur de la perdre. Fait qu'on fait des petits tests, puis on se muscle la capacité à manifester notre désaccord. Puis après ça, quand on va être rendu ceinture noire, ben dans un contexte où on n'est pas sûr d'être aimé, on n'est pas sûr d'être apprécié, on va avoir tous les muscles bâtis pour continuer à communiquer de manière authentique, même dans un lieu incertain. mhm. Fait que t'as deviné ma question. C'est ça la piste de solution. On s'entraîne avec un milieu sécuritaire, avec les gens qu'on aime, on se sent en sécurité pour se pratiquer à être ben, pas nécessairement en désaccord, mais à nommer nos inconforts, à nommer ce qu'on vit, même si c'est pas en cohérence avec le discours de l'autre. Puis c'est Oui. en partant de là qu'on va être capable de le faire dans des situations plus difficiles. Ben, c'est une possibilité. Moi, je vois ça comme une douce pente. Puis même avant de commencer à pratiquer avec les gens qui sont proches de nous, moi, j'aime bien me dire, on peut se pratiquer avec soi-même. Tu sais, quand je suis assise dans cette rencontre-là, puis je me dis, ça me déplaît. Puis qu'il y a une partie de moi qui est comme, ah non, je veux pas, j'ai peur de l'impact que ça va générer. Juste d'avoir une conversation avec soi-même sur qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. Ah, ben j'ai une partie de moi qui valorise l'honnêteté ou qui valorise la bienveillance. Puis cette partie-là, elle me dit quelque chose. Puis j'ai une partie de moi qui valorise la connexion. Puis une forme de confiance que la vie va se charger de cet échange-là aussi. Puis là, ces deux parties-là de moi sont en compétition. Moi, j'aime dire, on a tous des... C'est comme si on avait un CA à l'intérieur de nous. Tu sais? Il y a différentes personnes assises autour de la table. Puis juste de se dire, ah oui, OK, t'es là, t'as cette partie-là. T'es là la partie de moi qui dit, ah, j'ai peur de ce que je vais avoir de l'air. Merci, je t'ai entendu. Là, tu peux aller te rasseoir sur la table. Moi, j'ai pas peur. Je vais le faire quand même, tu sais. Mais d'avoir Mhm. déjà ce dialogue-là intérieur, pour moi, c'est la première étape. Puis oui, la deuxième étape, probablement de tester avec les gens qu'on aime et qu'on sait qu'ils nous aiment aussi. Puis éventuellement, ben, ça devient un peu plus du sport extrême de faire ça dans des contextes de tension ou de conflit. On en parlait au début, c'est sûr que moi, ça, c'est Mhm. mon expertise principale, ces moments de crise-là. J'ai encore du plaisir à t'entendre. Je trouve ça le fun. C'est tout simple, encore une fois, là, ce que tu proposes. Tout le monde, c'est à la portée de tous de faire ça. J'espère que ceux qui nous écoutent, là, ça vous donne le goût là, de muscler ces muscles-là. Puis ça peut tellement tout changer. C'est tout simple, mais ça peut avoir un grand impact. Puis j'aime tes images, j'aime le CA. J'aime beaucoup ce que tu dis. Puis je suis curieux de voir un peu l'origine de Sarah Jane, parce que justement, je suis comme curieux tu sais, je t'entends, je te vois aujourd'hui, mais comment ça que Sarah Jane Turcotte a eu l'élan de créer sa compagnie, de partir une trail, de volontairement aller de conflit en conflit? Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre ce chemin-là qui me paraît vraiment quand même difficile, mais il y aurait d'autres Mmh. chemins plus faciles? Je veux savoir ton origine, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Ouais, ben écoute, c'est une longue histoire, mais si je fais ça très court, en fait, moi au bac, le cours qui m'avait le plus fasciné dans tous les cours qu'on avait sur la psychosociologie de la communication, c'était le cours sur les conflits. Puis je réalise aujourd'hui, à l'époque, je comprenais pas ça comme ça, mais je réalise aujourd'hui en fait que c'est l'enseignante, la chargée de cours que j'avais, qui a construit son cours. Puis c'était très développemental au final. Elle avait réussi à présenter le conflit comme une opportunité de transformation de soi. Hmm.
Et j'avais été vraiment fascinée par tout le pouvoir qu'on gagnait quand on se comprenait nous-mêmes et comment finalement on pouvait nous-mêmes, c'est à partir de moi, là, moi-même, là, j'avais le pouvoir de me sortir des conflits dans lesquels je me sentais prise parce que j'avais le contrôle sur le regard que je portais sur ceux-là. J'avais du contrôle sur la personne que j'avais envie de devenir. Puis je pouvais en plus développer des stratégies relationnelles qui pouvaient être originales et audacieuses puis avoir des résultats très, très intéressants. Fait que pour moi, les conflits, c'est devenu, dans le fond, en fait, la porte pour s'en sortir, c'est le développement de soi. Fait que, sincèrement, moi, c'est ça qui m'avait parlé. Puis après, j'ai décidé de me former principalement là-dedans. Et j'ai eu un choc de réalité. Quand je suis rentrée à la faculté de droit, à la maîtrise, en médiation, prévention des conflits, j'étais entourée de juristes, puis je les aime de tout mon cœur, ils ont beaucoup à apporter, mais je me retrouvais plus, j'avais plus de repères. Je me disais, mais qui nous parle des émotions? Qui nous parle de la relation? Qui nous parle de la transformation humaine? Je n'entendais que des enseignements autour des processus de règlement à l'amiable que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, c'est dans mon coffre à outils, c'est parfait. Mais c'est comme si là, à ce moment-là, je me suis sentie un peu investie d'une mission de dire, mais non, mais ça se peut pas. Il faut qu'on réhumanise ce monde-là. C'est pas juste des processus de droit. On parle pas juste de justice. On parle de paix humaine. C'est une question d'humanité beaucoup plus que de droit. Puis d'ailleurs, j'avais des échos très positifs autour de moi, que ce soit des étudiants, que ce soit de la faculté qui disaient c'est vrai, ça manque ce côté-là très humain, très relationnel. Alors un peu sans m'en rendre compte, je me suis mis à explorer en fait cette voie-là, d'humaniser au maximum le moment de crise, puis d'utiliser tout ce que la psychologie, la sociologie, les communications avaient à nous offrir pour arrondir les processus de résolution des conflits. Puis donc, après ça, je dirais d'année en année, les mandats se sont confirmés. Puis j'ai eu des confirmations des clients que ça faisait une différence d'avoir une approche très, très humaine dans les situations de conflit. Mais je te cacherai pas qu'il y a eu plein de moments dans ma carrière où j'étais fatiguée, puis j'étais découragée, puis je me disais, c'est lourd les conflits. J'en veux plus. Et il y a eu un deuxième souffle à un moment donné qui a embarqué. Puis c'est le moment où est-ce que j'ai pris conscience vraiment pleinement comment il n'y a pas de moment plus vulnérable pour nous que quand on est dans un conflit. Puis que souvent, on veut tous changer des choses, on veut tous se transformer, on veut transformer les équipes. Et quand on est dans le train-train quotidien, c'est très difficile d'aller au-delà du statu quo parce que le connu est confortable. Et quand arrive un conflit ou quand arrive une crise, on est plus vulnérable, fait que le cœur s'ouvre un peu plus, les croyances deviennent moins rigides, les gens se confient beaucoup plus à nous aussi parce que il y a de la souffrance, puis parce qu'ils veulent en sortir. Puis c'est des opportunités extraordinaires finalement pour débuter un changement. Un changement des fois que des gens auraient voulu faire depuis longtemps, mais je viens de le dire, on est dans notre quotidien, puis bon, c'est jamais le bon moment. Mais là, on est dans une crise, puis on comprend que pour sortir de la crise, il va falloir changer des choses en nous, dans nos relations ou dans nos équipes. Mais là, c'est un peu l'énergie du désespoir. Tu comprends? Ça a l'air négatif, mais pour moi, c'est beau, tu sais. Puis, je sais pas si je vous avais donné l'image dans la conférence, mais je parle souvent à mes clients du quasar. Le quasar, là, dans l'univers observé à l'extérieur de la Terre, le quasar, là, pour ceux qui vous écoutent, allez voir ça en ligne, c'est magnifique. C'est l'astre le plus lumineux observé à date par là. Donc, c'est l'astre qu'on connaît qui émet le plus de lumière. Et un quasar, c'est un cercle de lumière et c'est toujours sur le tour d'un trou noir. Alors, l'image est forte. Ça veut dire que pour avoir le plus de lumière, faut être collé sur un trou noir, finalement. Et moi, je vois que les conflits, c'est ça. Donc, il y a un trou noir qui draine de l'énergie, puis on peut regarder le trou noir dans le conflit, mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a peut-être pas un quasar autour? Est-ce qu'il n'y a pas une opportunité lumineuse ici? Puis c'est le pari que je prends avec mon équipe d'être des chercheurs de quasars, là où les gens voient des trous noirs. Là, si je t'entends bien, là, c'est que c'est drôle, en fait. J'apprécie le fait que pendant un moment, tu voulais plus de conflits, mais là, si j'entends bien, Dieu merci qu'il y a des conflits.
Oui. C'est nécessaire si on veut espérer un changement, si on veut espérer une amélioration. Ça prend ça, parce que sinon, ben, tu l'as dit, le statu quo, c'est tellement naturel, là. Être dans nos pantoufles, les humains, on aime ça. Mhm. On a besoin des conflits pour s'améliorer, pour grandir, pour se développer. Fait que célébrons les conflits, on devrait les célébrer comme oh youpi, un conflit arrive. J'extrapole, mais Ouais. c'est ce que j'entends derrière ton deuxième souffle finalement là, où est-ce qu'il y a vraiment une opportunité finalement là. C'est une chance d'avoir ça. C'est le temps ben, en même temps c'est ça. C'est une chance. Je vais tout de suite le nommer parce que oui puis non là, c'est aussi très difficile. Ça demande, c'est dur à vivre, puis ça peut être encore plus dur à vivre quand tu mets ton focus sur le trou noir, finalement. Mais il y a aussi un casar, les deux sont là. Entendons le trou noir, mais ignorons pas le casar aussi. Puis à la limite, même notre cerveau humain, il est limité dans sa capacité de se concentrer. Puis je pense même que l'humain a tendance à voir le négatif naturellement. Fait que c'est là que toute ta magie intervient, Sarah Jane. Puis c'est là que ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui baigne là-dedans rien qu'en masse pour être capable de donner des stratégies pour faire émerger le casar davantage. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai envie de dire, et c'est aussi correct de prendre soin, je reviens à la partie de nous, le membre dans notre CA qui est comme, ah non, pas un conflit. C'est correct de prendre soin de cette partie-là, puis c'est correct de pas vouloir être dans les conflits non plus du matin au soir, là. C'est pas ça l'idée. Mais effectivement, du moment qu'on se met je dirais une paire de lunettes qui voit le conflit, puis j'ai même pas besoin de dire que c'est quelque chose de positif. Disons juste, c'est une opportunité. C'est une occasion. Alors, qu'est-ce que je saisis comme occasion dans ce conflit-là? Il y a un titre de livre que j'adore qui dit le bonheur, ce n'est pas confortable. Puis ça, je crois à ça, en fait. Si on veut rester dans nos zones de confort, éventuellement, on va se générer de la souffrance à nous-mêmes. Il y a quelque chose de notre capacité à sauter dans l'inconfort relationnel qui nous rend plus flexible, je dirais. Puis dans un monde d'aujourd'hui, on a besoin d'être flexible dans nos manières de voir les choses. Puis souvent, on fait un lien avec le premier sujet de conversation. Quand j'ai un échange difficile avec une personne, souvent on réalise que nos relations les plus solides, c'est pas celles où il s'est jamais rien passé. C'est celle où il y en a eu des discords, il y en a eu des oppositions et on les a transcendées ensemble. Et donc, on a une confiance augmentée en notre relation parce qu'on a vécu des moments où ça n'a pas bien été, puis on est passé au travers. Hein? C'est pour ça qu'on est si proche de nos conjoints, de nos conjointes, qu'on est proche de nos familles, parce qu'on en a de l'histoire de conflit derrière la cravate. C'est pas un long fleuve tranquille. C'est des affrontements de valeurs, de croyances, de priorités. Et on a eu à concilier ça et on ressort en se disant, il n'y a rien à notre épreuve. On en a vu des conflits. Puis on s'est transformés ensemble au travers de ça. Puis l'inverse est vrai aussi. Moi, je suis beaucoup avec des équipes de travail, des équipes qu'on rencontre qui nous disent, nous, on n'en a pas des conflits. On s'aime, tout va bien. Je leur dis, mais c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que ça cache en fait? Puis souvent, ça cache une insécurité. Les gens n'ont pas nécessairement confiance en la cohésion du groupe et qui se disent, est-ce que je vais vraiment être la personne qui va mettre un pavé dans la mare puis qui va tout faire exploser? Et ça parle d'un manque de confiance que j'ai dans notre propre dynamique d'équipe. Parce qu'une équipe qui est réellement cohésive va se dire, ben oui, il y a des moments où ça va bien, puis quand ça va pas bien, notre contenant, ça revient à l'image, le contenant de notre équipe est assez solide pour accueillir le bon et le difficile. Puis il y a pas une perte de confiance en nous et en nos liens quand on est en désaccord. Si je t'entends bien, là, ça n'existe pas des équipes de travail où ce que tout va bien. Non, mais Daniel, mais tu sais, des fois quand les gens me disent « Ah, mais moi j'aimerais ça, pas vivre de conflit », ben je leur dis à la blague « Ah, ben vous avez les objectifs d'une personne morte. » C'est à notre mort qu'on arrête d'avoir des conflits. Puis si on enlève le côté très négatif à conflit, on pourrait dire, ben c'est des interruptions. En coaching, parce qu'on fait beaucoup de coaching aussi, on parle des interruptions. C'est un moment où ma manière de fonctionner, elle me rendait service jusqu'à temps que je frappe un mur. Ça, c'est une interruption. Puis des fois, mon mur, c'est une autre personne. Mais des fois, mon mur, c'est aussi un nouvel emploi.
des fois, mon mur, c'est « Oh, mon conjoint, ma conjointe, il me dit que j'ai vraiment tanné que j'agisse de cette façon-là. » Oh, une interruption. Je suis moins motivée dans mon travail, puis je me demande comment ça se fait que je suis moins motivée. Oh, une interruption. Fait que plutôt que de voir ça comme un conflit, moi, je vois ça comme une interruption relationnelle. C'est une pause obligée pour faire un bilan de ce que je veux garder, de ce que je suis prête à laisser aller dans cette relation-là, puis vers quoi je me projette aussi. Fait que c'est des chances. Puis effectivement, ben, sans interruption, personnellement, relationnellement ou dans nos organisations, il n'y a pas d'innovation et d'évolution possible. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui vivent des interruptions? J'ai à dire, premièrement, prenez le temps de prendre soin de vous parce que c'est pas facile. C'est pas parce que c'est naturel et même souhaitable de vivre des interruptions qu'il n'y a pas de l'inconfort là-dedans. Puis moi, je dirais, la première chose que je leur dirais, c'est prenez le temps de reconnaître que c'est OK d'avoir des émotions de découragement, que toutes les émotions que je peux ressentir, inconfortables ou confortables, elles sont légitimes parce que c'est les vôtres. Pour moi, ça, c'est la première étape. Puis la deuxième chose que je dirais, c'est une fois que vous avez bien pris le temps de vous dire qu'il n'y a rien qui cloche avec vous, en fait, ouvrez les yeux et observez ce qui se passe autour. Puis devenez sensible aux messages que vous retenez de votre environnement aussi. Parce que le défi dans un conflit ou dans une interruption, c'est qu'il y a souvent un repli sur soi, un repli sur nos certitudes, un repli sur nos croyances. Et souvent, c'est parce qu'on sent qu'elles sont menacées. Fait que là, on met notre armure. On met notre armure parce qu'on sent que là, moi, j'ai une conception, par exemple, du travail en équipe. J'ai un collègue qui n'a pas du tout la même. Fait que là, est-ce qu'elle est en danger, cette croyance-là, qui est une valeur pour moi? Fait que là, je mets de l'armure, je mets de l'armure, je mets de l'armure. Mais à mesure que je fais ça, mon regard, il devient comme laser, puis j'observe juste des petites mini-choses dans la situation. Puis je me prive d'informations souvent nouvelles. Fait que c'est pour ça que la première étape, c'est de dire, OK, je prends soin de ça, puis je le sais que je vais toujours être là pour prendre soin de ça. Puis il y a personne qui va m'enlever une valeur sans mon consentement. Fait que je peux me relaxer, là. Ça va pas arriver, là, dans la nuit. Puis maintenant, est-ce que je peux être curieuse sur ce qui se passe autour de moi? Puis c'est ça qui est beau, un conflit, on sait jamais vraiment comment ça se règle, en fait. Tu sais, on sait souvent comment c'est commencé, mais il y a plein de possibilités nouvelles qui s'offrent à nous quand on se détend un peu et qu'on reste curieux. Puis moi, je dis pas changer d'idée. Je dis pas faites des compromis dès le départ. Juste soyez curieux. Puis si vous trouvez que ce que l'autre dit, ça fait pas de sens, dites-vous, hey, c'est intéressant de rencontrer quelqu'un qui a autant une vision différente de la mienne. Fait que non pas comment il peut me convaincre, mais comment je peux plonger dans son monde pour mieux comprendre. Mais après, tu sais, je peux rester maître de mes décisions, même si j'écoute quelqu'un avec qui je suis en désaccord. Mhm. Mhm. Puis j'ai envie de le dire dans mes mots pour savoir si j'ai bien compris, parce que ce bout-là, il est comme vraiment important, là, parce que là, tu viens de mettre en lumière que c'est normal de vivre des conflits, c'est même souhaitable. Tout le monde en vit en ce moment, je suis convaincu. Puis là, le défi, c'est comment gérer ça. Puis ça me paraît assez simple, tes mots-là. D'une part, c'est commencer à soi, s'entendre, s'écouter, voir c'est quoi nos émotions, entre autres, qu'on vit, laisser de la place à ça, bien que c'est facile à dire, tu sais. En tout cas, ça, c'est peut-être un autre sujet là, de comment tout accueillir, parce que tu sais, quand t'as pas vécu ça de ta vie, ou t'as des modèles autour de nous qui n'ont pas tant encouragé de vivre ces émotions, pleure pas, c'est sûr que ça laisse des traces, mais en même temps, là, tu nous rappelles qu'il faut visiter ça. Puis j'entends aussi qu'une fois que ça s'est fait, il faut aussi aller vers l'autre. Il faut aussi là, entendre, être curieux de ce que l'autre a à dire, finalement, là, pour se rappeler qu'on a chacun notre lunette, on a chacun notre regard sur ce sujet-là, puis il n'y en a pas un qui a tort, qui a raison, on a chacun nos biais, chacun nos différences. Puis là, là c'est le bout par la suite qui est moins clair pour moi, c'est qu'une fois qu'on fait ça, c'est ça. Tu sais, là, tu dis pas de compromis, mais puis là, dans le fond, c'est quoi? On laisse émerger ce qui va apparaître de ce travail-là, de s'entre-écouter autant soi-même, puis on voit ce qui monte, puis on fait confiance à la vie, ou autre chose? Oui, on essaie de faire confiance à la vie, mais quand on doute, il y a aussi des stratégies qui peuvent nous aider, effectivement.
Puis tu sais, peut-être juste, j'ai envie de faire une petite mini parenthèse. Des fois, le temps que j'ai pris avec moi-même, il est suffisant pour gagner suffisamment de clarté sur le fait que, en fait, ce que j'ai vécu comme irritation, ça appartient pas tant au comportement de l'autre. C'est plus relié à moi. J'ai même pas besoin de retourner vers l'autre. Je viens d'apprendre quelque chose sur moi et ça me suffit puis c'est bien correct. T'sais. Mais quand effectivement, je pense que dans ma relation, j'aimerais qu'il y ait des choses qui changent avec l'autre, ben évidemment que ça se fait mieux à deux. On est au clair avec ça. Moi, il y a quelque chose que j'observe depuis plusieurs années maintenant. Tu sais, tu parlais des émotions. Nos émotions, elles ont beaucoup plus besoin d'être reconnues que solutionnées. Je vais dire ça comme ça, OK? Puis souvent, ce qui est difficile dans un conflit, mettons moi, là, je suis en conflit avec mon conjoint. Ben là, je vais lui parler de comment je me sens, de quelque chose que j'ai vécu. Mais c'est sûr que si pour lui, il se sent responsable de mon émotion, ça va être difficile pour lui de faire « Hey, je comprends comment tu te sens » parce qu'il y a comme c'est entremêlé avec « j'ai une responsabilité là-dedans ». Puis ça peut avoir rapport avec comment je vais lui nommer aussi. Hein? Si je dis « T'as fait ça, ça m'a fait de la peine », ben c'est sûr que là, on est comme relié. Mon émotion, son comportement, tout ça c'est mêlé, il y a une confusion. Fait que déjà en partant, si j'ai la capacité de parler à l'autre plus de moi, je me rends compte que j'ai besoin de ceci, de cela, de ceci, de cela. Puis dans ce moment-là qu'on a passé ensemble, tu sais, je dois dire que ce besoin-là que j'ai, il était pas pleinement satisfait. Fait que je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, moi compris, tu sais. Fait que déjà, il y a la manière que l'on dit les choses. Mais je reviens à ce que je disais. Nos besoins ont plus besoin d'être, ou nos émotions ont plus besoin d'être reconnues que solutionnées. C'est ça qui fait aussi que même, tu sais, moi, dans les années où je faisais presque que de la médiation entre deux personnes, je passais un moment individuellement avec chaque personne à les écouter, sincèrement, sans jugement. Puis là, si tu savais comment ça les apaisait, comment ils étaient relâchés, puis ils se disaient « Ah, OK, il y a quelqu'un qui me considère dans tout ce que je suis, dans tout ce que j'ai vécu, et ça les prédisposait franchement à avoir une attitude plus conciliante. Tandis que si je les mettais directement ensemble, puis que là, ils se racontaient leur vécu et qu'ils avaient l'impression que la cage de résonance de leur bord leur donnait une écoute hostile ou une écoute qui juge, le conflit augmentait. Puis j'ai réalisé en fait qu'on n'a pas toujours besoin d'être écouté par la personne avec qui on est en conflit. On a besoin d'être écouté d'abord, fait qu'on s'écoute soi. S'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous écouter, là, j'encourage pas à faire du potinage, c'est pas ça, mais les gens en qui qu'on a confiance, dire voici qu'est-ce que moi j'ai senti dans cette situation-là. Puis quand ce bout-là est fait de reconnaissance, ben peut-être que je suis prêt à faire un pas vers l'autre finalement, pour dire ben qu'est-ce qu'on peut changer en lien avec ça. Puis le dernier élément que je te dirais que, puis moi-même je l'applique dans ma vie, c'est que c'est tellement facile de faire des reproches aux autres, c'est très difficile de réaliser qu'est-ce que nous on veut changer dans une situation. Donc moi j'aime bien quand je coach des gens aussi leur dire mais vous idéalement là, qu'est-ce que vous voudriez que l'autre fasse? Ah ben je voudrais que je sais pas moi, il fasse ceci. OK, puis quand il va faire ceci, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Qu'est-ce que ça va vous permettre d'être ou de faire que vous ne permettez pas encore? Puis là, quand ils réalisent qu'est-ce que c'est, ben ils peuvent commencer à le faire tout de suite. Ou ils peuvent même aller vers l'autre puis dire, ben écoute, j'ai réalisé que j'avais tendance à faire ça dans ma relation avec toi. Je pense que ça contribue à nos tensions. Fait que je vais travailler là-dessus. Et on dit rien d'autre. Puis moi, j'aime toujours dire, en fait, l'exemplarité, c'est pas une manière d'influencer le monde, c'est à peu près la seule. Alors, de mimer le comportement qu'on veut que l'autre ait avec nous, c'est souvent beaucoup plus puissant que de lui faire la morale sur ce qu'on aimerait qu'il change. C'est bon. J'ai goût de faire un lien sur une vidéo que j'ai vue sur ta page internet, là, où est-ce que tu as dit un mot que j'ai trouvé savoureux, de faire de l'autoprophétie. Je trouve ça beau. Puis tu t'amènes cette autoprophétie-là avec une question miracle, je pense que tu appelles, qui est de dire qu'est-ce que tu ferais si le problème était réglé finalement? À quoi ressemblerait ton quotidien? C'est quoi tu vivrais? Puis le fait de mettre en mots cette future projection-là, cette future prophétie-là, ben, t'amène à avoir des... en fait, ça te manipule un peu. Tu fais de l'auto-manipulation, où est-ce que tu te projettes le conflit réglé, tu regardes ce que tu ferais,
Puis donc, ça serait comme cohérent de commencer à agir en cohérence avec la vision que tu veux toi-même, que tu as choisi, que tu as nommée avec tes propres mots, puis que graduellement, ben que c'est ça. Tu commences à agir à la prophétie que tu as toi-même dit. C'est aussi, c'est un peu ce que tu as dit en d'autres mots, mais... Complètement. C'est la prophétie autoréalisante. En fait, du moment que j'ai une projection claire du futur, je peux me mettre déjà à agir en cohérence avec le fait que le miracle est déjà arrivé. Puis ça nous donne du pouvoir. Tu sais, je te donne un exemple, puis ça date de plusieurs années, mais je trouve qu'il est tellement parlant. J'étais en préparation d'une médiation entre deux collègues, en fait. Puis il y avait une situation où, il y a une des deux personnes qui sentait que il y avait c'est un dossier qu'on appelle de harcèlement sexuel, mais tu sais, on parle pas d'une agression physique, mais on parle d'une relation qui m'est inconfortable. Tu sais, une séduction que je ne souhaite pas avoir. Puis tu sais, une espèce de non-respect des balises que je veux mettre dans la relation. Alors ça, comme beaucoup de choses, évidemment, en milieu de travail, c'est pas toléré, mais souvent, d'avoir des réponses administratives autour de ça, ça règle pas nécessairement les enjeux relationnels qui sont sous-jacents. Alors, c'est souvent la médiation qu'on privilégie quand les gens s'en sentent confortables. Et j'avais une conversation avec la dame en préparation de sa médiation, puis je lui ai posé la question miracle. Je dis, dis-moi, parle-moi de ta vie une fois que cette situation-là, elle est réglée. Qu'est-ce que tu fais de différent? Qui sont les premières personnes à remarquer? Elle m'a dit toutes sortes de choses, mais il y a un élément qu'elle m'a partagé qui m'a surpris. Elle a dit, je vais prendre l'ascenseur. C'était dans une grande bâtisse à 33 étages, je pense qu'elle travaillait au 27e. Puis là, j'ai réalisé que depuis que ce conflit-là avait commencé, elle prenait les marches parce qu'elle avait peur de se retrouver toute seule dans l'ascenseur avec son collègue sans l'avoir prévu. Ça l'insécurisait beaucoup. Alors, elle m'a dit, je vais me mettre à prendre l'ascenseur. Et là, on a eu une belle conversation qui ne dépend pas de son collègue au final sur, ça serait un beau défi, ça, à relever, de prendre l'ascenseur. Puis ça, t'as pas besoin d'attendre que la médiation ait lieu. Et si tu faisais cette espèce d'expérience pour toi-même, de voir comment est-ce que tu te sens dans ton pouvoir, comment est-ce que tu te sens dans ta liberté, le jour où tu reprends l'ascenseur. Et finalement, le jour de la médiation, avant de commencer, elle m'a pris à part, puis elle a dit, j'ai repris l'ascenseur plusieurs fois. Et ça change rien, mais ça change tout parce que l'ascenseur, c'est un symbole, mais pour elle, c'était une reprise de liberté et de pouvoir aussi. Donc, c'est un exemple qui est une anecdote, mais qui, pour moi, représente que dans un conflit, des fois, on attend beaucoup de l'autre en réalisant pas que, ici, moi, je commençais déjà à incarner la posture que j'aimerais avoir quand tout ça sera terminé. Ça règle parfois pas tout, mais ça bouge. Ça bouge à l'intérieur de nous, puis la relation peut se mettre à bouger aussi. Puis ça nous redonne notre pouvoir, en fin de compte. Exactement. C'est ça, parce que tu sais, c'est en notre contrôle. Dans le fond, l'autre, on peut pas le contrôler. Là. On aimerait bien des fois, ça serait si simple, là, mais c'est ça, c'est bon. C'est super bon. J'ai l'élan, là, c'est ça, là, de peut-être donner un exemple concret. Depuis notre dernière rencontre, j'ai eu toutes sortes de conflits autour de moi. Puis ça m'a habité, puis je savais que c'est ça, toi, t'en fais ton expertise, voir que t'aimes les conflits. Puis je vais évidemment censurer des noms pour respecter ces personnes-là, mais je te dis quand même la scène, puis je suis curieux de voir parce que, en fait, je commence à me répondre un peu, mais ça me mettait dans une situation où est-ce que le conflit n'était pas direct. J'étais comme témoin du conflit. Peut-être que ça me plaçait dans une posture de médiateur, justement. Mais je serais curieux d'avoir ton regard là-dessus parce que, c'est ça, j'ai envie de bien agir là-dedans. Mais voici, je te brosse ça, j'enseigne aussi, je brosse à Palache. Puis, j'ai la chance de développer des bons liens avec les étudiants. J'ai une certaine aisance à créer des liens. Puis récemment, j'ai des étudiants qui se sont ouverts à moi puis qui se sont plaints de d'autres profs. Puis là, je trouvais ça délicat, tu sais, parce que mon premier réflexe, c'est va en parler à eux, tu sais. C'est ça, c'est pas à moi que tu dois dire ça, c'est à lui. Puis aussi d'admettre que finalement, ils l'ont pas nommé, puis ils en parlent à moi pour la première fois. Parce que j'espère que d'ailleurs, j'ai bien fait de dire d'aller en parler. Mais en même temps, peut-être que je vais me répondre un peu, là. J'ai somme toute aussi écouté. Il y en avait long à dire. Puis je pense que ça le fait du bien, juste ça. Puis en fait, c'est ça. Je suis en train de me répondre. Ou est-ce que c'est fou, en vrai, de juste avoir écouté? On dirait que ça fait partie de la solution. Puis tu sais, moi, mon premier réflexe, souvent, c'est de trouver des solutions, mais des fois, t'as même pas besoin juste de reconnaître l'émotion, comme tu disais. Je pense que ça fait un bout de chemin.
Mais en même temps, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça quand même difficile à vivre, somme toute, parce que c'est ça, là, les étudiants se sentaient vraiment pas bien. Puis, tu sais, les propos qu'elle me disait, c'était un peu délicat. Puis là, je savais pas trop quoi faire. Là, avant de te dire ce que j'ai fait, je serais curieux de savoir, toi, ça serait quoi ta posture? C'est quoi ton premier réflexe dans ce genre de situation-là? Puis là, je fais une référence d'enseignement, mais ça peut être très commun dans la vie en général, je pense, que d'être témoin de tout ça. Puis en même temps, tu t'encourages aussi ça, c'est pas de patiner, mais en même temps, d'aller dire à quelqu'un d'autre que c'est bon. Mais je sais pas, il y a aussi un inconfort, moi, je trouve, à faire ça, parce que mon premier réflexe, c'est va gérer ça avec la personne avec qui t'as un conflit. Ouais. Ouais, je sais pas si c'est clair, ma Oui, question. non, c'est très clair. Puis écoute, moi, je suis beaucoup en milieu collégial, fait que ça, t'es pas le seul à vivre cette situation-là. Ça arrive, ça arrive. La vie arrive aussi. Puis les étudiants, les étudiantes aussi, c'est des petits adultes en devenir. Donc, ils sont en train aussi de découvrir qu'est-ce que ça veut dire aussi être un adulte, puis avoir des conversations avec un autre adulte. Mais tu sais, c'est sûr que l'écoute, je pense qu'on est dans une époque où est-ce qu'on est tous en déficit d'écoute. Il y a peu de lieux d'écoute sincère. Fait que déjà, quand on est capable d'offrir ça, c'est extraordinaire. Puis tu disais, tu sais, j'ai pas nécessairement... Souvent, j'ai l'impression de vouloir trouver des solutions. Ça, c'est un de nos plus grands obstacles à notre capacité d'écoute. C'est quand on écoute pour solutionner, on n'écoute plus vraiment, en fait. Puis il y a une partie de nous qui veut trouver la solution. Mais est-ce que cette partie-là qui veut trouver une solution, c'est vraiment la partie de nous qui est bienveillante pour l'autre? Ou c'est plus celle qui veut apaiser l'insécurité que l'on a de est-ce que je suis utile dans cette situation-là? Est-ce que je performe correctement mon accueil de cet étudiant-là ou de cette étudiante-là? Alors souvent, les solutions viennent plus nous apaiser nous que apaiser les autres. Ça, c'est une chose. Moi, j'aime beaucoup, en fait, adopter une posture, je dirais, un peu de coaching, c'est-à-dire que c'est pas à moi à prendre en charge à 100% cette situation-là, mais plus à aider la personne à gagner de la clarté sur qu'est-ce qu'elle a envie de faire à partir de maintenant. Donc, naturellement, moi, je poserais des questions sur, après avoir écouté, ça semble difficile pour toi, cette situation-là. As-tu pensé à ce que tu aimerais faire avec ça? Comment est-ce que tu vois la suite? Et là, silence. Puis là, si on se rend compte que l'étudiant, l'étudiante, son espoir caché ou secret, c'est qu'en te le partageant à toi, t'allais partir en mission céleste pour régler ça sans qu'elle s'en implique. Là, on réalise, il y a un apprentissage à faire là aussi, effectivement. Tu sais, non, c'est pas à ton service que moi j'apporte ce message-là. Puis là, je vais juste faire des distinctions parce qu'au cégep, ça reste que, tu sais, c'est des adultes, mais il y en a même qui sont mineurs aussi encore. Il y a quand même une relation d'autorité, il y a une relation de pouvoir. Faut pas oublier qu'un étudiant ou une étudiante qui vient te voir, c'est aussi peut-être parce qu'elle ne se sent pas capable d'aller voir ton collègue ou ta collègue avec qui c'est difficile. Fait que là, les questions que j'aimerais poser, c'est qu'est-ce qui te permettrait de te sentir confortable d'avoir cette discussion-là? Puis là, si la réponse, c'est « je voudrais pas être seule », OK, veux-tu qu'on discute des personnes qui pourraient t'accompagner dans la situation? Puis là, toi, avec ta connaissance que tu as du réseau, tu peux dire, tu peux parler à ton association étudiante, tu peux aller, tu sais, je sais pas si vous avez un guichet unique pour les situations problématiques, tu peux t'exprimer aussi auprès du coordonnateur. Tout ça, c'est des gens qui pourraient ensuite animer un dialogue où, l'étudiant est en train d'apprendre quelque chose dans sa capacité à donner du feedback. Puis on souhaite que, il y a de la maturité de l'autre côté aussi pour entendre puis avoir une conversation. Mais de poser la question de quoi tu as besoin pour poser ce prochain pas-là. Pour moi, ça, c'est de redonner de l'autonomie à la personne sans lui dire « ça ne m'importe peu puis je m'en lave les mains ». C'est pas ça. C'est moi, j'aime mieux te développer toi que de solutionner ce que tu vis. Parce que des situations, il y en aura plein. Mais le cégep, c'est un milieu d'apprentissage académique, mais c'est aussi un endroit où on apprend à être un citoyen. Fait que c'est aussi une opportunité d'apprentissage pour moi. Oh, merci pour ces questions-là, en vrai. C'est ce que je retiens. C'est le truc. Clairement, j'ai pas posé toutes ces questions-là, puis la prochaine fois que ça va arriver, je vais essayer d'y penser parce que ça me paraît vraiment une bonne idée. Puis clairement, j'ai écouté, clairement, j'ai encouragé la personne d'aller voir la personne concernée, mais c'est vrai que c'est ça. Si elle l'a pas dit, il y a peut-être une raison, qu'il y a des enjeux. Puis de poser la question, qu'est-ce qui te rendrait à l'aise? Je trouve ça brillant, tellement brillant. C'est d'aller visiter sa pièce de son manoir, de son cerveau, qu'elle a peut-être pas visité, justement, puis que peut-être la réponse est là. Fallait juste y encourager d'aller cogner à cette porte-là, tu sais, ça... Fait que clairement, j'ai pas fait ça. Fait que je ferai mieux la prochaine fois.
Mais si je peux te dire ce que j'ai fait, somme toute, ben, j'ai écouté. Puis j'ose croire que j'ai écouté, j'ai pas donné de solution autre que d'aller encourager de parler à cette personne-là à la fin. Puis dans le fond, là, ce que j'ai fait, c'est demander conseil parce que je savais pas trop quoi faire. Fait que j'en ai parlé à des personnes de confiance, là, sans faire de démarche officielle de ma direction. Je veux régler ça entre nous. Puis bref, il y avait aussi des enjeux au-delà de le défi entre personnes là, qu'elle a vécu avec son prof. Il y avait quand même des enjeux que... En fait, c'est ça. C'est que ça l'a mis en évidence des conflits. En fait, il y a des trucs que j'entendais depuis longtemps, qui sont là, qui étaient sous le tapis, puis qui avaient du non-dit. Puis que là, ben, j'en profite. J'ai pris l'opportunité pour adresser ça, parce qu'au-delà de l'étudiante, ben, elle a mis en lumière des conflits qui étaient au sein de notre équipe professorale. Puis là, ben, je commence à les adresser. Je commence à profiter de l'opportunité pour le nommer. Je prends mon courage, même si mon gentil en moi fait comme « Tiens ça mort » ou « Fais ça doux ». Mais là, c'est ça, j'ai nuancé le propos de l'étudiant, hein, tu sais, ils sont biaisés eux autres aussi, tu sais, mais en même temps, il y avait une part de vérité, puis il y avait une opportunité qui est venue à moi, et que là, on commence à en jaser entre collègues aussi, parce qu'on a aussi notre bout de chemin à faire, tu sais. Il y a un enjeu, ces étudiants sont pas à l'aise pour venir nous rencontrer, tu sais. Fait que, ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est quand même Faites un correct. beau cadeau. Moi, je trouve ça très, très admirable, en fait. Parce que souvent, pour en accompagner beaucoup, des départements ou des équipes, souvent, on attend que la marmite déborde avant d'avoir ces conversations-là en équipe. Puis de le faire plus tôt, c'est, je veux pas dire rare. Il y a des équipes qui réussissent, mais c'est admirable dans toutes les situations parce que c'est de choisir un chemin plus rocailleux, en fait, mais plus gratifiant au final. Quoi que je suis en train de me dire que je pourrais laisser la marmite déborder, puis là, c'est toi qui viendrais nous aider. Je vais t'attirer chez nous. Faites loin! OK. Merci. Pour vrai, ça m'aide. Clairement, là, de poser des questions, dans le fond. Ça revient souvent à ça, dans le fond, hein? Parce que c'est ça, là, j'ai nommé rapidement, puis j'ai envie de le renommer, là. Tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est rencontrés une image que j'ai trouvée savoureuse, qu'une question, ça permet d'aller visiter une pièce dans le cerveau de l'autre qu'on peut voir comme un manoir infini, que par notre question, on peut l'aider d'aller visiter son intérieur, finalement, là. Puis c'est beaucoup plus puissant que d'y arriver avec la solution tout de suite, même si on a raison, parce que le fait que ça vient de l'extérieur, c'est limite d'y enlever du pouvoir, tu sais, même si tu as une bonne intention de donner une solution, ça me paraît quasiment toxique de faire ça. Ah ben non, peut-être pas toxique, là, mais du moins vraiment moins beau et productif et j'ai envie de dire avec un potentiel de croissance que de laisser l'autre faire son chemin à son rythme pour d'arriver peut-être à la même solution que tu vas lui proposer, mais à son rythme, puis en lui laissant la chance de trouver ça par elle-même plutôt que de se faire donner ça tout cuit dans le bec. Ça fait toute la différence à mon regard. J'aimerais ça t'entendre où est-ce que tu as pris cet exemple-là, puis de quelle façon que t'aimes visiter les pièces. Ouais. Je te garage d'autres questions, là. Je te rouvre plein de pièces en même temps dans ta tête, tu prendras la pièce préférée, puis je serais curieux d'avoir tes questions favorites. Tu sais, c'est quoi la question qui t'a amené dans les pièces les plus belles? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est intéressant. Ben écoute, oui, tu sais, pour moi, les questions, ça offre plus de potentiel exploratoire, je vais dire ça comme ça, qu'un conseil. D'ailleurs, un conseil, quand on le donne, ça parle souvent de nous plus que ça parle de l'autre personne. Ça parle de notre vécu, ça parle de notre vision de la situation. Puis c'est pas nous qui va vivre la situation avec la personne. Fait que moi, je dis le bon moment pour donner un conseil, c'est quand on vous demande un conseil. Sinon, quand les gens s'expriment, c'est pas une demande implicite de conseil, c'est une demande d'écoute, en fait. Donc, juste de reconnaître, quand je donne un conseil, je prends soin plus de moi que de la personne. Et les questions, effectivement, pour moi, c'est, tu l'as bien expliqué, tu sais, on peut explorer toutes sortes de choses dans une situation. Et de poser une question, c'est souvent très puissant parce que ça a le mérite parfois de changer complètement notre focus d'endroit. Tu sais. Vu que tu aimes les images, je vais t'en donner une autre qui est assez classique, en fait, de quelqu'un qui a perdu ses clés, en fait, d'auto.
Il est stationné, il s'est arrêté pour faire un pique-nique, puis au moment de partir, il se rend compte qu'il a échappé ses clés de voiture, il n'arrive pas à partir. Alors, il les cherche, il les cherche. La nuit tombe, puis il y a un policier qui passe, puis qui voit que l'auto est sur le bord de la route, et il voit un homme à 4 pattes chercher sous un lampadaire. Et le policier lui demande, mais qu'est-ce que vous faites, mon cher monsieur? Il dit, mais je cherche mes clés depuis des heures, je n'arrive pas à démarrer ma voiture. Alors le policier, tout candide, lui dit, donc vous vous rappelez avoir perdu vos clés ici, là, à l'endroit où vous cherchez? Et la réponse du monsieur, c'est, ben non, je crois pas que je les ai perdues ici, mais c'est le seul endroit qui est éclairé. Et souvent, on s'y prend comme ça, on dirait. C'est comme si on cherche dans les endroits où il y a de la lumière pour nous, parce que c'est des lieux connus, c'est des lieux d'exploration qui sont éclairés. Mais il n'y a rien de plus puissant que d'ajouter un lampadaire ou d'ajouter une lampe de poche. Est-ce qu'on trouve la clé? Pas nécessairement, mais on augmente franchement nos probabilités de la trouver si on regarde ailleurs. Et pour moi, une question différente, ça nous amène ailleurs. Alors pour moi, j'ai pas vraiment de questions préférées, mais j'ai la tendance à vouloir voir, mais quelles sont les questions qu'ils ne se posent pas présentement, ces gens-là. Hein? Donc, par exemple, si quelqu'un me parle, tu sais, si on revient au conflit, par exemple, me parle de l'autre personne a fait ceci, l'autre personne a fait cela, mais je vais aimer poser des questions qui sont plus en lien avec l'intériorité. Si la personne, par exemple, me parle seulement de ses émotions, c'est bien, mais je vais peut-être lui poser des questions sur « donne-moi un exemple de quelque chose qui est arrivé, dans le concret, là, tu sais, terre à terre, en fait. » Des gens qui sont très dans leur tête, je vais leur demander « Comment ça se place dans ton corps présentement? Où est-ce que tu le ressens, là, la colère, par exemple? Ah, je la sens dans mon cou, ça jamme. » Tu sais, parce que chacun de nous, on a des pièces bien éclairées, puis d'autres qui le sont pas, tu sais. Fait que mes questions favorites sont celles aussi où je n'ai pas la réponse. Parce que si je pense que je sais la réponse, c'est pas une vraie question. C'est un conseil déguisé en question. Fait que j'essaie de poser des questions vraiment qui sont un mystère pour moi, en fait. Puis aussi, à un endroit où est-ce que tu vois que ton interlocuteur regarde pas. Exactement. Moi, je me dis, ça, c'est ça mon coup de pouce, en fait. C'est de dire, ben ça, c'est peut-être un angle mort que t'as. Puis d'ailleurs, tu vois, ça me permet de faire un lien. Quand je préparais notre entretien ensemble, il y a une question que vous posiez, Jean et toi, au début, sur communiquer, ça prend du temps, en fait. Tu sais, on veut être efficace. Puis je me disais, ça, c'est vraiment un critère de performativité. Puis j'aurais eu envie même de vous poser la question, OK, ben alors si d'être performant, ce n'était plus un critère, qu'est-ce que ça va devenir notre nouveau critère, en fait? Et que là, ça change le focus. Ouais, clairement. Je le sens d'être là. Clairement. Puis là, écoute, t'attends une réponse de moi, j'imagine? Non, c'est de la prendre pour emporter. Non, attends un peu. Pour vrai, là, j'ai le goût de prendre le temps, mais clairement, tu m'amènes ailleurs, puis c'est puissant, tu vois, là. Ça, je l'ai senti, puis là, j'ai pas de réponse tout de suite parce que tu m'amènes à une place nouvelle. Fait que, tu sais, c'est correct aussi de prendre le temps. Tu vois, là, je suis peut-être dans la performance, il faut que je réponde tout de suite, attends un peu. Laissons voir. Puis ce qui monte vite de même, c'est peut-être une nouvelle pièce, là, c'est pas parfait ce que je vais nommer là, mais c'est clair que ça me paraît un piège de performance. C'est vrai que je vais commencer par là. Je vais partir de où est-ce que je suis connu, là, où est-ce que on manque de temps en général. Fait que c'est vraiment un enjeu. Puis rapidement, ben, c'est mon lampadaire. Oh, attention, là, ma ressource temps est limitée. C'est bien beau ça, mais attention, j'ai pas d'espoir pour prendre plus de temps. Mais si justement je lâche le temps et la performance, ben il vient qu'il y a un meilleur critère, puis ça me semble être un critère de l'humanité, c'est la qualité des relations finalement. Là. Je pense que ça serait ça, là. Puis ben si ça prend plus de temps, let it be. Fait que ouais, ça serait ma réponse. Mais tu vois, c'est intéressant parce que là, par rapport à la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour être plus efficace? Ça devient qu'est-ce que cette situation-là interpelle de moi pour être au service de la qualité de la relation? C'est des questions complètement différentes qui nous guident différemment dans notre action aussi de communication, mais ailleurs aussi. Hein? On veut aller très vite aujourd'hui. C'est pas d'hier, mais je trouve qu'on est dans une époque où on veut aller vite. Puis des fois, on oublie qu'est-ce que ça veut dire que d'aller plus profondément. Pas plus vite, juste plus profond. Ouf, Sarah Jane, je parlerai avec toi pendant vraiment longtemps. Je vois le temps qui s'écoule. Je me permets peut-être une dernière question pour visiter une dernière pièce avec toi. Je sais que t'es maman. Je suis père de 2 enfants.
Puis j'ai envie de reposer ma question, même si ça n'a pas une favorite, là. Pour tes enfants, quel genre de questions tu leur poses? Parce que j'ose croire que les enfants ils sont tous différents, mais en même temps, ils ont quand même un certain stade de comportement ou je ne sais trop. Là. Quel âge ont tes enfants en vrai, là, mettons? 8, 10, 13. 8, 10, 13, bon. Attends, j'ai envie de la personnaliser. Moi, j'ai 7 et 4. Mm. Puis c'est ça, ils communiquent beaucoup, nos enfants. Là. Et c'est beau, en fait, de voir à quel point ils ont beaucoup de choses à dire. Puis en même temps, c'est intéressant de voir les conflits qu'ils vivent, là. Où est-ce que... S'ils n'ont pas le bol, la bonne couleur, il va y avoir un conflit, là. Puis c'est un défi, quand même, de communiquer, je trouve, en général. Mais en fait, c'est ça challenge à tout plein de niveaux, les enfants, en tout cas, de mon expérience. Puis je serais quand même curieuse de t'entendre sur la façon que tu communiques avec tes enfants. C'est quoi les pistes que tu as envie de nommer? Mm. Je sais que c'est un grand sujet, là, mais Ouais. spontanément, ce qui monte en toi là-dessus. Ouais, puis écoute, j'ai pas la prétention de penser avoir la réponse en termes de parentalité, là. Mais moi, ce que je découvre par rapport à moi, en fait, c'est qu'à chaque fois que je suis avec mes enfants, puis que je communique, mais que je fais autre chose, puis faire autre chose, ça veut même pas juste dire faire une tâche. Des fois, ça veut dire être ailleurs dans ma tête. En général, je passe à côté d'une opportunité, d'une présence sincère à eux, à moi, puis à notre relation. Et dans les journées où, parce que je suis pas parfaite, il y a des journées où j'y arrive, il y a des journées où c'est plus difficile. Mais dans les journées où quand un de mes enfants m'interpelle, euh, j'arrive à me consacrer 100% à ce qui est en train de se passer. Souvent, il y a plus de justesse, en fait, qui apparaît. Puis une question que j'aime beaucoup leur poser à mes enfants, mais ça marche pour les adultes, tu sais, quand ils viennent nous voir, souvent, ben, ils viennent de vivre quelque chose, ou quand ils reviennent de l'école, peu importe, bon, ça sont un peu plus jeunes, mais je leur demande souvent, qu'est-ce qui se passe pour toi? Fait que j'ai une chicane avec mon frère, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pas qu'est-ce qui est arrivé, pas, mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Puis c'est intéressant parce que j'ai 3 enfants, puis il y en a un qui va me parler de qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est en lien avec ses émotions. Il y en a un autre qui va me parler d'un autre sujet qui est plus en lien avec les actions qu'il va avoir menées aussi. Mais qu'est-ce qui se passe pour toi? Je trouve que c'est un beau cadeau à leur faire de dire, ben, ce qui se passe pour toi, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta vision de la situation, ça a de la valeur pour moi. Puis je vais écouter sincèrement qu'est-ce qui est là. Belle réponse, c'est parfait. J'observe que tu utilises souvent le qu'est-ce que dans tes questions. Oui, oui. Est-ce que c'est un hasard ou le Non, pourquoi ou le comment ou le qui ou le où ils mais sont vraiment à écarter? non, ils sont pas écartés, mais c'est des niveaux logiques différents, en fait, hein. Si je demande pourquoi, je cherche une explication, je cherche une raison. Puis des fois, il faut faire attention parce que même comme parent, tu sais, si je dis pourquoi t'as fait ça, en fait, ce que ça veut dire, c'est je trouve pas que c'est une bonne idée. Et moi, je vais te dire pourquoi j'aimerais ça que tu changes le comportement. C'est correct de l'utiliser si je veux avoir une raison, si je veux avoir une explication, si je veux avoir une motivation sous-jacente, le pourquoi est intéressant. Mais c'est une lumière. Le comment, je suis à la recherche d'une stratégie, je suis à la recherche d'une solution, je suis à la recherche d'une action. Moi, j'aime bien commencer très, très large, puis tranquillement aller vers l'entonnoir. Puis on va peut-être finir avec des questions sur le comment. Comment on se met en action maintenant qu'on vient de prendre conscience avec plus de lucidité de ce qui se passe ici? Mais pour moi, le qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui t'amène à tirer cette conclusion-là? Pour moi, c'est un entonnoir plus large. Puis plus ça va, moi, j'aime ça être dans du large. J'aime ça être dans du vaste. Puis tranquillement, après ça, on peut se resserrer et puis réatterrir dans une action peut-être plus juste. Puis là, c'est les questions du comment. Puis... C'est du vrai bonbon de t'entendre, Sarah Jane, pardon. Oui, merci. L'heure a passé vraiment comme un claquement de doigts. Je trouve que tu as donné des pépites d'or tout au long de cette heure-là. J'espère que tout le monde qui nous a entendus va maintenant voir les conflits comme une opportunité. Le voir aussi normal, se donner de l'amour là-dedans pour qu'on soit bienveillant, qu'on soit gentil envers nous-mêmes, envers les autres. La charité bien ordonnée commence par soi-même, qu'ils disent. Puis aussi d'être curieux de poser des questions, de laisser le pouvoir à l'autre, puis de mieux écouter, puis d'éviter les fameux conseils, les solutions qu'on a souvent le réflexe de faire.
Écoute, si on fait juste faire l'énumération que je viens de nommer là, ça vient de changer le monde, littéralement. Il y a beaucoup de pouvoir à ces petits gestes simples-là. J'espère que ça donne le goût à tout le monde. Est-ce que, Sarah-Jane, il y aurait quelque chose qu'on n'a pas nommé, on n'a pas couvert ensemble que tu as l'élan de nommer avant de terminer notre rencontre? Mais en fait, je terminerai avec l'amour. Tout ce qui est fait avec amour, ça passe. Puis si on n'est pas parfait dans nos communications, mais on le fait avec amour, je pense qu'il faut avoir confiance qu'on dépose plus de beau que pas dans le monde, même si c'est imparfait. Merci. Merci à toi! Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Puis pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.